Nous accueillons donc aujourd'hui avec Erzi deux invités, donc Olivier Weber et Jean-Baptiste Prédal, avec un thème initial, donc le thème général de Racines de ciel cette année, qui est fiction vraie, et avec un thème pour notre séance particulière, qui est le monde est-il un roman. Et pour cela, nous avons deux écrivains qui sont des écrivains journalistes, mais justement avec toute la diversité de ce que peut porter ce vocable un peu vague d'écrivains, de journalistes, de voyageurs, et ainsi de suite. Alors si je commence par vous, Olivier Weber, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain voyageur, grand reporter, vous avez aussi été berger, sauveteur-plongeur, correspondant de guerre, ambassadeur pour l'ONU, j'en passe, écrivain engagé dans l'humanitaire. En tant que correspondant de guerre, vous avez parcouru ce qu'on appelle la ceinture de feu du monde, avec toute une série de conflits un peu partout que je ne vais pas égrener ici. Vous avez eu le prix Joseph Kessel, qui est un de vos écrivains phares, totem. Vous êtes le président, du prix Joseph Kessel, excusez-moi. Mais vous avez eu de nombreux prix littéraires et vous avez une grande actualité en publication, donc plusieurs livres de types très différents, beaucoup sur l'Afghanistan, sur Massoud en particulier, sur Cervantes, un autre de vos modèles, le Barbaresque, et sur des publications récentes, un dictionnaire amoureux de l'aventure, Ma vie avec Joseph Kessel, un livre sur le voyage en Pélagos avec Simonetta Greggio, qui est une découverte ou un appel à la découverte du grand sanctuaire naturel Pélagos, qui part depuis les côtes provençales et ligures et qui descend jusqu'à la Corse. La Corse, on ne le sait pas assez, est intégrée dans ce grand modèle de parc naturel, avec une cohérence avec tout ça, et de l'esprit de résistance, donc un essai sur les peuples en lutte, les Kurdes, les Afghans, les Ukrainiens, et un livre sur Ma vie avec Nerval, qui pourrait paraître surprenant, une apparition de la poésie, mais qui en fait est loin de l'être vu l'ensemble de votre œuvre. Donc, journaliste témoin, vous êtes à la fois un marcheur du monde, on peut dire, et qui nous propose un témoignage sur à la fois les lumières et les ténèbres que peuvent traverser l'humanité et le monde en ces temps agités. Jean-Baptiste Prédal, vous êtes journaliste aussi, vous avez commencé à France 3 Corse, puis vous êtes un journaliste plutôt de l'audiovisuel, et ensuite à France 2, à la direction du service politique. Et vous aussi, vous êtes écrivain, point commun, donc, avec plusieurs ouvrages, donc Une affaire insulaire, Autrefois Diane, et Nos anges. Alors vous n'avez pas parcouru la ceinture de feu du monde, mais vous nous entraînez très loin d'ici, dans les replis d'un petit golfe, où se niche la jolie petite ville portuaire de Porto-Zérène, qui est le lieu où se déroulent vos œuvres. Porto-Zérène, qui porte d'ailleurs bien mal son nom, c'est une ville qui a vu naître un empereur, qui est à côté d'un golfe, enfin bref, une ville imaginaire, donc qui penserait à un lieu comme ça, et qui, partant des tréfonds en fait d'une île méditerranéenne, vos récits qui sont des fictions, île méditerranéenne d'ailleurs qui fait partie du sanctuaire Pélagos, soit dit en passant, et qui nous entraîne là aussi à découvrir les noirceurs, les lumières de l'humanité, mais envisagées d'un point de vue plus local. Donc le thème de Racines du ciel cette année s'interroge sur justement cette capacité des écrivains, et particulièrement des écrivains journalistes, des écrivains, de rendre compte de la réalité du monde sous l'ensemble de ses aspects. Donc Olivier Weber, vous considérez le monde en le sillonnant, pour en chercher les courants profonds. Jean-Baptiste Prédal, vous l'envisagez depuis un point particulier, partant d'un microcosme pour tendre vers une universalité qui pourrait s'appliquer à tous. Avec comme point commun pour tous les deux l'utilisation de la littérature, de la création, pas simplement, j'allais dire, c'est déjà un gros effort, mais pas des articles de journalistes au sens propre, mais aussi la littérature, la fiction, la poésie, aussi comme instrument de compréhension du monde. Donc, normalement, cette séance du dimanche matin, elle est orientée un peu du point de vue de l'histoire, le roman vrai qui s'appuie sur les sources et ainsi de suite, mais cette fois, nous allons faire des pas de côté, et même si vous êtes tous les deux férus d'histoire, et nous allons partir sur un point de vue plus littéraire, et je cède pour commencer ça la parole à Erzi. Bonjour, ça va? Je suis très curieuse, peut-être c'est un peu naïve la question, mais pour moi c'est important. Quel est pour chacun de vous le premier éclat pour commencer à écrire? C'est une idée, vous avez un but,
ou c'est quelque chose de vague, une obsession, un mot, une image qui reviennent? Oui, bonjour. Oui, c'est une très bonne question, absolument. Je crois que c'est comme une cristallisation d'une idée, effectivement, et puis d'une envie, d'un besoin. Vous savez, quand vous écrivez, on s'isole, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. On voit souvent un mur blanc. Moi, je vis entre Paris et la montagne, et même en montagne, j'essaye d'éviter de voir les montagnes, et parce que je veux m'isoler absolument. Et voilà, c'est la poursuite d'un rêve. Vous citiez Nerval tout à l'heure. Moi, ce qui m'a hanté depuis l'enfance avec Nerval et bien d'autres écrivains, c'est ce vers. Il disait je voyage pour vérifier mes rêves. Et c'est vrai qu'avec l'écriture, on peut extrapoler, mais on peut aussi essayer d'extraire la substantifique moelle de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on fait ressentir aussi par empathie pour les autres. Et voilà, c'est un processus long. Et puis tout d'un coup, rien ne vous arrête. On peut s'arrêter de manger, on peut s'arrêter de dormir. Hein, vous serez d'accord avec moi. Et c'est carrément une obsession. Et je reviens à ce que disait Pierre Assouline hier soir. C'est un livre, c'est pas écrit en 6 mois ou 1 an ou en 2 ans, c'est écrit à notre âge, à 30 ans ou 40 ans ou 60 ans. Donc c'est un processus très long qui cristallise tout ça. C'est jamais évident. Moi, je serais incapable d'enseigner la littérature ou l'art d'écrire, comme le font des amis américains ou français à New York, dans le Montana ou à Paris. Mais en tout cas, il y a peut-être une définition et ça peut-être ça peut expliquer ce processus d'écriture par rapport à votre question. C'est l'alchimie. La littérature est une alchimie. Et tout d'un coup, vous avez une pelote de laine, vous composez avec des impressions, des faits, des voyages, beaucoup de recherches historiques quand même pour les romans historiques. Vous parliez de l'Enchantement du monde et le livre aussi sur Cervantes et même sur Massoud. Et à un moment, on prend le fil qui dépasse et on tire la pelote de laine. Et là, il n'y a plus grand-chose qui peut vous arrêter. C'est presque obsessionnel et c'est sûrement pathologique. Enfin bon, on essaie de se guérir comme on peut. Un peu plus. Par exemple, pour les livres avec Nerval, les premiers, the first stone, les tout petits cailloux, c'était quoi? Oui, alors c'était c'est d'abord une grande claque de l'éditeur qui m'a dit tu vas finir ce livre. Et ça faisait 10 ans, 15 ans. Donc Nerval, qui est un poète qui est né en 1808, mort en 1855, qui était pour moi un grand inventeur de la poésie, qui a influencé Rimbaud. Je est un autre, ça vient de Nerval qui disait je et l'autre. Ça a même influencé Romain Gary qui disait je me suis toujours été un autre. Mais tout ça, on est un peu dans le rêve nervalien. Et puis donc voilà, il y a un déclic, mais moi ça remonte à l'enfance. Moi il se trouve que j'étais berger très tôt, je passais par les orphelinats, je suis pas orphelin. Et d'ailleurs c'est un écrivain Bastier qui m'a beaucoup influencé. On est devenus amis, il est mort il y a peu de temps, c'est Angelo Rinaldi, l'académicien, et qui racontait, je lui rappelais d'ailleurs dans un livre d'entretien d'écrivain qui date de quelques années déjà, et il racontait comment dans les montagnes, au-dessus de Bastia, sa mère l'emmenait dans les bibliothèques de village. Et la littérature venait à lui, et lui est venu à la littérature. Et Nerval, c'était ça pour moi à 8-9 ans dans ces orphelinats. Donc je gagnais ma vie en jouant aux billes et je gagnais beaucoup de livres. Et puis un jour, ma trousse à outils a disparu, donc j'ai dû me défendre. Mais bon, bref, il y avait Nerval, Cervantes et Goethe dans ma besace, parce qu'avec cet argent, j'achetais des livres. Et Nerval, c'est quelqu'un qui vous propulse, qui vous fait découvrir d'autres horizons, qui vous sort de vous-même, etc. C'est un grand mélancolique. Et pour moi, la mélancolie, elle est très positive, elle est très joyeuse. C'est un oxymore, mais en tout cas, elle est créatrice. Et donc, oui, Nerval, c'était comme ça. C'est un déclic, mais l'histoire, c'est que je voulais en faire un roman au départ, qui se serait appelé Nerval s'en va, puisque Nerval, qui était traducteur de Faust, de Goethe, et Goethe disait d'ailleurs, je me suis jamais aussi bien lu que lorsque j'ai été traduit par vous en français. Et bref, il est devenu espion à la solde du gouvernement français à Vienne. Et cette histoire m'a beaucoup hanté. Il avait 30 ans à peu près. Il est tombé amoureux à Vienne, mais d'abord, il renseignait le gouvernement français. Et je voulais en faire un roman. Et c'est devenu chez Gallimard ma vie avec Nerval, parce que voilà, je pense qu'il fallait que c'est pas rendre hommage à Nerval, mais c'est le réactualiser. Et puis moi, je suis parti en Orient aussi grâce à Nerval, quoi. Donc voilà, c'était un déclic. Et puis après, on se dit, on est en face de la muraille, je vais pas y arriver. Et puis on y arrive toujours, quoi, avec beaucoup de sueur. Jean-Baptiste Prédali, le déclic. Sur la question de départ, là, qu'est-ce qui fait le déclic? Et moi, je sais pas. Enfin, si je peux me référer à ma propre expérience, moi, je dirais c'est à peu près comme tout le monde. C'est-à-dire que je vois des fantômes, j'entends des voix, et puis tout le travail ensuite, c'est de transformer ça en mots. Ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'il y a une espèce de maturation,
Mais c'est ça, c'est essayer d'approcher et de convertir, en mots, c'est quand même ça le plus important, quelque chose comme ça qui est autour de soi, qu'on sent, etc. Bon, aidé aussi par l'endroit où on est. Enfin, moi, alors, contrairement, en termes d'aventure, en tant qu'ancien journaliste politique, je peux pas me réclamer, puisque le passage du périphérique était déjà zone de guerre, enfin quasiment, comme journaliste politique. Donc, bon, c'est pas du tout de ce côté-là, mais en revanche, l'histoire et l'histoire contemporaine, essentiellement de la Corse, ça fait aussi partie des déclics. Parce que je pense que ça survient quand quelque chose est déréglé. C'est ça la littérature. Ça arrive quand il y a quelque chose qui va pas. Et le chaos, quelque chose. Et l'idée, c'est d'essayer d'ordonner ce chaos. Donc voilà, les fantômes, les voix, transformer ça en mots, en personnages, en récits. Voilà, c'est ça, les déclics qui viennent de là. Donc c'est quelque chose d'intérieur, que l'extérieur s'est transformé en intérieur. Non, moi je dirais les deux. Il y a pas de. Bon. L'idée, c'est de regarder le réel. C'est pour ça dans l'intitulé, le terme de monde me gêne, sans je ne vais pas faire la déconstruction à la petite semaine, mais le terme de monde me paraît trop vague. C'est-à-dire, le monde, c'est quoi? C'est le monde autour, c'est le monde intérieur, c'est quoi? Donc, moi, je préfère plutôt l'approche du réel. Et je me dis, l'idée, c'est d'essayer de regarder le réel en face. Mais le réel, le regarder en face avec les moyens de la littérature. C'est-à-dire un récit, des personnages, et si possible, une écriture. Voilà. Et alors, j'avais noté un point commun entre vos deux œuvres, c'est que une chose que vous utilisez, que vous convoquez comme outil, c'est le rêve. Ce qui est assez, j'avais noté deux phrases. Olivier Weber, par exemple, vous l'avez cité à l'instant, vous commencez une vie avec Nerval par, je voyage, pour vérifier mes rêves. Et, à la fin du livre de Jean-Baptiste Prédal et sur nos anges, donc, la dernière phrase, je vais pas spoiler la fin, mais regardez une dernière fois la terre de cette île que tu croyais rêver et qui te rêvait. Alors, pour vous deux, quelle est la part du rêve dans la vision du monde, dans la construction de la fiction, ou est-ce que, si tant est? Non, mais on retombe sur la thématique vraiment intéressante, hein, le rapport entre le réel et l'imaginaire, ce que peut la littérature. Et comme disait Carlos Fuentes, le romancier mexicain, le romancier peut tout se permettre. Et tout d'un coup, alors c'est vrai aussi du réel, du monde contemporain, y compris des guerres que j'ai couvertes, c'est est-ce que l'imaginaire, le roman, la fiction ne sont pas plus, comment dirais-je, accurate, c'est-à-dire en fait représentatif du réel que la simple description soit disons objective du réel. Il n'y a pas d'objectivité, nous sommes des sujets, on pense et on voit avec nos tripes, nos sentiments, notre culture, même si on peut aussi s'affranchir d'une partie de nos origines, pourquoi pas, c'est toujours ça, c'est socratique. Mais voilà, donc cette fusion ou comment s'extraire du réel pour aller, alors par le rêve qui est un médiateur, une matrice, et peut-être une fin en soi vers l'imaginaire, moi ça me fascine, c'est voilà, et c'est pour ça que j'ai voulu faire des romans. Vous parliez du commandant Massoud, qui était le grand commandant de la résistance afghane. J'ai fait venir son fils la semaine dernière, qui est le nouveau chef de la résistance à Paris, parce qu'on a fait au Théâtre de la Concorde une grande soirée pour les femmes afghanes et les femmes iraniennes qui sont encagées. C'est un terme d'ailleurs que m'a enseigné littéralement un professeur de littérature à Kaboul qui est afghan. Nous sommes encagés, nos femmes sont encagées malheureusement. Eh bien, voilà, j'ai voulu faire un roman sur le père pour expliquer sa parole de résistance donc contre les talibans, contre l'obscurantisme, contre l'islam radical. Et pareil sur Cervantes. Vous savez, moi, il y a deux guerres que j'ai pas couvertes. C'est le Vietnam parce que j'étais pas né ou en culotte courte, et puis le Rwanda où je ne suis pas allé. Il y a deux romans extraordinaires que je vous recommande de lire. C'est un livre, Soul of War, c'est de Bao Ninh, qui est un Vietnamien, qui s'appelle donc Le Chagrin de la guerre, qui est un écrivain qui vient du Viet Cong, qui était un combattant. Et c'est comment il s'appelle, Ismaël Kadare, qui parle du général de l'armée morte, les sacs en plastique dans la forêt, etc. Mais c'est ça la guerre. Et le deuxième conflit, c'est le Rwanda, où j'ai jamais mis les pieds. C'est un écrivain canadien qui s'appelle Gilles Courtemanche, qui a écrit un dimanche à la piscine de Kigali, connu d'ailleurs parce qu'il était adapté au cinéma par Hollywood avec Denzel Washington. C'est le génocide au Rwanda avant qu'il arrive, avant le 7 avril 1994. Une histoire d'amour entre un reporter canadien, qui est le narrateur, qui est l'auteur, et une jeune rwandaise qui est à la fois Hutu et Tutsi.
les deux ethnies qui vont se massacrer. Enfin, c'est les Hutus qui vont massacrer les Tutsis. Et quand vous voyez le mot fin à la fin du roman, donc c'est avant le génocide, vous savez que les machettes vont s'abattre sur l'ethnie des Tutsis. Et donc ça, c'est ça qui est fort avec le roman. Pour moi, j'ai davantage appris sur ces guerres-là, sur ces conflits-là, que par les dizaines de livres que j'ai pu lire. Donc voilà, c'est le pouvoir de cet enchantement du monde. Et pour finir sur Nerval aussi, il y a une phrase qui m'a beaucoup intrigué, qui m'intrigue encore aujourd'hui, mais déjà surtout tout petit, c'était l'épanchement du songe dans la vie réelle. C'est-à-dire comment vous avez une sorte de décantation du rêve, de l'onirisme dans votre réalité, comment elle vous aide et comment vous avez du mal à faire le distinguo entre le réel justement et l'imaginaire. Et ça aussi, c'est ce que peut les littératures, c'est ce que peut la poésie, c'est ce que peut les grands romans. Oui, sur le rapport, enfin si on peut dire au rêve, alors je suis un petit peu en tant qu'insulaire, et c'est plutôt le cauchemar, hein, soyons clairs, que le rêve dans l'absolu. C'est la version cauchemardesque. Un autre insulaire, Joyce, il dit l'histoire est un cauchemar dont j'essaie de m'éveiller. Et voilà, c'était un peu toujours cette perspective-là. Et donc l'idée, c'était aussi par rapport au rêve, moi je dirais aussi, c'était de faire comme des chroniques fantasmées. C'est-à-dire, c'est pas la réalité. Enfin, c'est pas les articles de jour. Sinon, j'aurais écrit des livres. Il y en a des bons, il y en a des moins bons sur la Corse et sur les périodes contemporaines en Corse. Mais ce qui m'intéressait, c'était toujours de prendre comme ça appui, on va dire, sur l'histoire telle qu'elle s'est passée ou même telle qu'elle se déroule, mais de décaler ça. C'est pour ça que je parle de chroniques fantasmées. Pour ça que vous disiez tout à l'heure, Bourgoux-Sérène, non, c'est pas Ajaccio. Et je le dis très sincèrement, ce n'est pas Ajaccio. C'est et ce n'est pas. Parce que c'est ça, c'est de là que naît, et c'est un peu de là que naît l'exercice de création, réussi ou pas. Mais c'est ça. C'est pas, oui. Et c'est comme les histoires, Nos Anges fait référence à la fameuse, guerre des nationalistes. C'est pas 90, je sais plus combien, et voilà. Non, c'est une chronique fantasmée, déplacée. Et c'est déplacé au moyen des personnages, du récit, etc. Pour ça, moi, j'en reviens toujours à ça. Il y a le réel, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est à partir c'est vrai aussi, de ses rêves. Qu'est-ce qu'on en fait à partir de son expérience? Qu'est-ce qu'on en fait à partir, et surtout, de ses mots, de sa langue, quoi. Voilà. Je vais commencer par vous, parce qu'on a parlé des voyages, de tout ça. Ça m'intéresse les rapports littérature, déplacement, mouvement. Vous écrivez chez vous, j'imagine. Ici. Vous pensez que ce serait possible pour vous d'écrire dans un autre endroit? Comme ce qui me concerne, non. Moi, j'ai longtemps partagé ma vie entre Paris et la Corse. Donc les lieux d'écriture, c'était soit Paris, soit la Corse. Il n'y a pas de lieu fétiche, enfin un truc un peu ritualisé. Non, le rituel, c'est plutôt dans l'écriture au jour le jour, si j'ose dire. Là, oui, avec dont vous parlez. Non, je parle pas le machin, peut-être de rituel qu'on s'impose, enfin de routine ou de rituel. Mais les lieux, je suis assez indifférent aux lieux. Pour écrire, je veux dire. Je suis assez indifférent au lieu, ça m'indiffère assez. Alors j'aime pas j'écris pas dans les cafés, c'est pas mon truc, mais que ce soit à Paris ou en Corse, non, parce que c'est pas ça. Le mouvement, c'est de se retrouver, j'allais dire comme on dit maintenant, se mettre la pression, si vous voulez. Donc ça dépend pas tellement du lieu, ça dépend de soi d'abord. Quand je demande ça pour moi, c'est beaucoup. Je peux écrire dans un endroit qui est étranger, qu'il n'y a pas de référence personnelle. Vous arrivez à écrire en déplacement quand vous êtes voyagé? Oui, alors j'écris chez moi ou dans ma maison en montagne, mais aussi à Paris, et beaucoup en déplacement, et c'est différent, c'est très différent, et c'est étrange parce que je sais pas si c'est le cas pour vous. Il y a un côté obsessionnel. Il faut écrire, et en même temps, c'est un peu contradictoire. Je tourne autour du pot.
bois du thé, j'appelle les copains, j'adore être dérangé. Mais en même temps, je suis frustré si j'ai pas écrit. Donc voilà, je tourne autour du pot, puis à un moment, il faut y aller. Bon, c'est vrai surtout du début de chaque livre, ce qui est le cas actuellement. Et voilà, mais une fois qu'on est embarqué, m'est arrivé d'écrire même à Bagdad sous les bombes. Hein. D'ailleurs, c'est pratique parce que à 5-6 heures, on peut pas trop sortir, donc on a intérêt à se cacher. Pareil en Afghanistan. Et d'ailleurs, ça vous soulage également, ça vous soulage par rapport à ce qu'on a vu. Donc ça, c'est un peu auto-centré, on va dire, mais c'est vrai que le retour n'est jamais évident. Le retour des guerres est très dur. On n'en parle pas, ce qu'on appelle le PTSD, le syndrome post-traumatique, mais d'autres sont beaucoup plus affectés que nous, les écrivains grands reporters. Mais c'est vrai que ça frappe. Hein. Donc, et moi, le fait d'écrire m'a permis de sauver un peu cette partie, on va dire, ce côté retour. Et puis surtout, ça permet d'expliquer ce qu'on a vu et ce qu'on ne peut pas décrire en 3 pages d'un hebdomadaire ou d'un quotidien, que ce soit Libération, l'Express, Le Point ou la presse américaine ou anglaise. Et donc, voilà, tout d'un coup, le roman, vous parliez du prix Kessel, j'ai adoré le remettre à un ami, un autre académicien, c'est Eric Orsena. Eric Orsena disait « Toute ma vie, j'ai voulu être Tintin, grand reporter. Maintenant, je suis Joseph Kessel. Et je n'écris pas les articles en 3 pages, j'écris des reportages en 300 feuillets. » Et il a raison. Quand il a fait son voyage au pays du coton, l'eau, la saga sur les fleuves, tout ça. Et ça passe aussi par une mise en scène. Donc là aussi, on a un côté un peu romancé. Hein. Comme disait Angelo Rinaldi quand il est à Nice Matin, on met du mesclin, on met un peu de salade dans nos récits. Mais justement, on est dans une approche éminemment subjective et qu'on soit dans le journalisme ou dans le roman, je crois qu'il y a l'honnêteté. L'honnêteté est très importante. Donc voilà, pour revenir à votre question, il y a des rituels, il y a beaucoup de sueur, il y a beaucoup d'attentes. Hein. C'est un de mes grands frères, enfin quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce que il a beaucoup écrit, puis comment il a travaillé très jeune, c'est Jack London. Jack London, il est mort à 40 ans, 40 livres. Il a commencé à 22 ans les livres, hein. Donc il a fait les 40 livres en 18 ans. Il disait, il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent. Ou alors, s'il existe, il est composé de 3 éléments. J'adore raconter ça, moi, dans les bidonvilles en Afrique du Sud ou à Mexico, au Pérou, que vous connaissez, ou à la frontière afghane, à des jeunes. Il n'y a pas de talent. Ou alors, s'il existe, il est composé de 3 éléments. Le travail et le travail. C'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi. C'est vrai que on a quelquefois honte de ce qu'on a fait, mais c'est pas grave, il faut déchirer les pages. Moi, j'en ai déchiré beaucoup, puis il faut recommencer. Vous êtes sincère que vous êtes maître dérangé? Vous êtes maître dérangé, vous avez dit. Êtes-vous sincère quand vous dites ça? Si j'ai bien compris, au début, vous avez dit que vous aimez être dérangé. Ah, dérangé, d'accord, pardon. Oui, parce que c'est, oui, parce que ça permet de repousser ce qu'on n'arrive pas tout de suite à coucher sur le papier. Mais c'est vrai quand on est bloqué sur certaines pages ou certains chapitres ou certains personnages ou le début du livre à nouveau. Mais vous savez, c'est formidable, enfin moins dans les récits que dans les romans, d'arriver à une situation où les personnages que vous avez créés, qu'ils soient véridiques ou pas, mais si c'est un roman, si on prend quelqu'un comme Cervantes ou comme quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, ce que je voulais écrire sur le reportage de guerre, c'est une grande photographe qui a vraiment existé, c'est Gerda Taro, qui était une photographe de la guerre d'Espagne, qui était belle comme tout et qui est morte à même pas 27 ans, qui était la compagne de Robert Capa. Et je voulais écrire sur le reportage de guerre, mais ne pas parler de moi, et je voulais écrire sur la guerre d'Espagne. Et que ces personnages existaient ou pas, évidemment, dans le roman, on invente leurs réactions, leurs sentiments, même si on a beaucoup d'éléments ou de livres à disposition. Et tout d'un coup, ils vous échappent. Et c'est ça qui est beau, quoi. On est dans une spirale et ils font un peu ce qu'ils veulent, etc. Donc là, on n'a qu'à laisser glisser la barque. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà. Donc là, c'est un peu moins difficile, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Mais il me semble que justement dans l'écriture, l'idée, on en parlait hier avec d'autres auteurs, c'est en fait que c'est organique. Il y a un côté organique. Donc, il faut être dans ce mouvement organique. C'est pour ça, à mon avis, que de temps en temps, les personnages échappent ou même que l'histoire ou que le récit prend des biais, des chemins qu'on n'avait pas envisagés, parce qu'il y a un côté organique. Vous voyez, comme un organisme vivant, quelque sorte. Et du coup, quelque part, on en est à l'origine, mais on en est exclu, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? On est à la fois conducteur du truc et en même temps, on est aussi un peu spectateur en même temps de ce qui est en train de se faire. Voilà, donc c'est un truc. Mais je reviens à une anecdote sur les rituels. Il y a un passage formidable dans le RB par Roland Barthes sur un fragment
sur tout ce qu'il ne fait pas quand il doit écrire. Alors, il y a tous les trucs, classer les fiches, etc., aller pisser, faire le tour du jardin, etc., tous les, ce qui contrarie le moment où il doit, et c'est un passage, je trouve, qu'on peut s'appliquer très souvent, qu'on peut constater très souvent. Voilà. Et le fait que tous les deux, vous ayez eu l'expérience de la violence, alors soit de société, est-ce que, vous, pour les différents conflits que vous avez que vous avez couverts, pour Jean-Baptiste Prédal, vous avez des pages, par exemple, dans Nos Anges, sur une espèce de description, une liste méthodique de ce que provoque la lutte entre des clans opposés, voilà, qui est quasiment une espèce de description à la Rabelais de comment meurent les gens, qu'est-ce qui leur arrive, par quelle arme, enfin. Est-ce que le fait d'avoir été vous-même confronté, on va dire acteur et témoin de sociétés plongées dans la violence, ça vous permet justement est-ce que le risque n'est pas justement de succomber dans l'émotion que vous a provoqué la confrontation avec la souffrance humaine, ou est-ce que justement la confrontation vous permet de vous décentrer et de discerner mieux dans une construction fictionnelle qui va vous permettre de l'expliquer, parce qu'on peut être aussi submergé par la violence que l'on subit, qu'on voit, à laquelle on est confronté. Oui, c'est intéressant aussi de voir le passage justement du réel à la fiction et du grand reportage ou du reportage à l'imaginaire, au roman, sûrement pour mieux s'extraire de la violence. Vous savez, là, moi j'ai eu beaucoup de violence, y compris d'ailleurs dans mon enfance, mais pas dire qu'elle me fait pas peur. Bien sûr qu'il faut avoir peur, sinon on fait des erreurs sur le terrain, mais en tout cas j'y vais pour mieux la dénoncer, ou en tout cas pour apporter aussi la parole des victimes, y compris par des romans. Et d'ailleurs, je suis quelquefois effaré par les erreurs de certains pays occidentaux sur des interventions qui ont eu lieu de par le monde, ne serait-ce que la Libye, qui est devenue le plus grand hub, le plus grand centre de trafic d'êtres humains au monde, où avec beaucoup de racisme, les migrantes africaines sont toutes violées en passant par Tripoli, etc., etc. Donc avec des marchés aux esclaves. Marchés aux esclaves, on est dans ce qu'on appelle la TEH dans le jargon des Nations Unies. Donc c'est la traite des êtres humains. Et donc voilà, j'ai envie de dénoncer tout ça. Puis quelquefois aussi, soit l'hypocrisie, soit l'aveuglement de certains États ou d'organisations internationales. Donc oui, c'est la dénoncer. Justement, le roman peut ça. Alors ça vous laisse pas tout à fait indemne. Je donne un exemple. C'est un autre conflit. Moi, je vais y retourner là. C'est le conflit des Khmers rouges au Cambodge. Donc j'étais encore à l'école en culotte courte à l'époque, c'est Pol Pot, 1975-79, 2 millions de morts sur 7 millions d'habitants. Cette révolution qui est post-maoïste, qui va beaucoup plus loin que la révolution maoïste, qui a fait un déplacement de la capitale à la campagne, qui a aboli la monnaie. Moi, je suis économiste de formation. Il n'y a pas de raison d'abolir une monnaie si vous êtes un mouvement politique quand vous arrivez au pouvoir. Ils sont aujourd'hui dans quoi? Les héritiers de ce mouvement des Khmers rouges sont dans la montagne, vers la Thaïlande, ils sont dans la prostitution, alors qu'on punissait de peine de mort les relations sexuelles hors mariage, autant des Khmers rouges, autant de ce règne, ils sont dans l'argent sale, l'argent clandestin, le trafic de drogue et le trafic de rubis. Et ces gens-là que j'ai vus, certains sont morts, certains sont encore dans ces maquis avec 2000 hommes, enfin c'est pas des maquis, c'est autorisé par le pouvoir cambodgien, ils vous parlent d'Alfred de Vigny, ils vous parlent de Gaulle, ils ont lu dans le texte, ils ont été étudiants à Sciences Po à la Sorbonne, on peut retrouver, je peux vous donner le nom des thèses de Khieu Samphan et Ieng Sary, et 1957 pour la thèse de Khieu Samphan, qui était frère numéro 4 de la hiérarchie de Pol Pot. Pol Pot est le frère numéro 1, mais c'était pas lui le vrai intellectuel. Et vous dites, voilà, ils sont quand même cultivés, etc. Et puis alors vous leur dites, au bout de plusieurs jours, mais bon, vous avez quand même commis un génocide. 2 millions de morts. Vous dites, nous avons fait des petites erreurs. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Donc moi, j'en ai fait un livre qui s'appelle Les Impunis, mais ça vous marque quand même. Et je crois que le roman permet aussi d'essayer d'expliquer ce passage du curseur vers la part maudite dont parlait le philosophe Georges Bataille. Voilà, on est tous là-dedans, évidemment, confrontés à ce bien et ce mal individuellement, bibliquement, mais aussi collectivement. Et voilà, donc le roman permet de dénoncer ça, et peut-être aussi, alors là on en revient à des fins plus personnelles, un petit peu de se soigner quand on revient. Mais moi je n'écris pas pour ça. Ça m'aide, mais je n'écris pas pour ça. Ça m'aide pour essayer justement de rapporter cette parole de victime, de survivant et quelquefois de massacreur. Donc, sur la violence, moi en tant que journaliste, ancien journaliste politique, à part les congrès du PS, je peux pas me réclamer d'une expérience vécue de la chose. Alors, en revanche, pour avoir vécu, vivre d'une certaine manière, enfin en tout cas par rapport à la Corse,
évidemment, la question a été plus que centrale pendant des années, de manière assez fragmentée, je peux dire, ou alors concentrée, enfin, dans des moments. Et donc, c'est plutôt ça. Moi, c'était plutôt l'emprise de la violence. Qu'est-ce que ça fait sur une société? Et sur les gens, mais sur une société. Voilà, je ne vais pas rappeler tous les épisodes particulièrement sanglants et tragiques, mais là-dedans, il y a quand même des motifs dont vous dites, enfin, même dans la fiction, enfin, quand vous le posez en fiction, vous dites qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Des gens qui se sont appelés frères entre eux, qui après se sont tués, se sont entretués, qu'est-ce que c'est, quoi. Donc ça mérite, oui, là aussi, bon, et avec toute la révérence que j'ai pour le journalisme et les reportages, etc., il n'y a pas un reportage qui peut vous dire ça. Hein. Enfin, on peut peut-être vous l'expliquer, oui, donner toutes les raisons, machin, etc. On peut peut-être le décrire de manière objective, bon, si possible, etc. Mais vraiment, vous le faire comprendre, pour moi, il y a que la fiction. Vous le dites d'ailleurs à un moment donné, vous êtes dur avec les journalistes. Il y a quelques portraits de journalistes pas très compétents pour le coup qui sont sur la Corse avec une espèce de formule. Il dit ils nous regardaient. Enfin, il y a une espèce de phrase en miroir. C'est un truc que la situation, comme on dit, c'est-à-dire que toute la période, les périodes 80-90 a suscité, c'est le spécialiste de la Corse, qui évidemment n'y comprend rien, qui comprend tout à partir du moment où la rédaction lui a acheté le billet d'avion. Bon, et ça m'avait assez énervé. Je l'ai vécu des deux côtés, si vous voulez. Je l'ai vécu ici comme journaliste sur place, avec l'énervement de voir débarquer les gens assez rouleurs de mécanique et expliquant la vie insulaire. Bon. Et puis je l'ai vécu à Paris quand j'ai été responsable du service politique. Et à l'époque, le service politique à France 2 traitait la Corse. Et donc là, j'étais pas coincé, mais un peu schizophrène tout le moins, parce que j'avais à la fois envoyé des gens sur un terrain que je connaissais un peu, quoi. Et puis, bon, après, les nécessités de la rédaction, etc., du journal et tout ça. Donc, voilà, ces trucs-là, je pense que ça crée un rapport, enfin, pour moi, là-dedans, qui est un rapport à la fois un peu, bon, pour aller vite, attraction-répulsion, quoi, si vous voulez, sur la façon dont on traite. Mais c'est une métaphore. Tout ça, c'est une métaphore. C'est comment on regarde un lieu où ça va pas, un lieu de chaos, et quel regard de l'extérieur on porte sur lui. Voilà. Sur la vision négative, j'ai lu en fait quand je lisais vos œuvres, une partie d'entre elles bien sûr. J'avais lu d'abord Un été en Pélagos, et après je lisais, j'étais sur Borgo Sereno. Et je me disais, mais Borgo Sereno, c'est le Pélagos des disgratiati, quoi. Il y a que il y a une espèce de, alors d'un côté, il y a le Pélagos qui est une espèce de vision qui tire l'humanité vers le haut, qui est une espèce vous parlez beaucoup de l'esprit de l'enchantement du monde, parler pour les loups, enfin, décentrer le regard de l'homme. Donc il y a une espèce de vision dans laquelle on va se forcer à considérer le monde autrement, donc, avec des exemples lumineux, quoi, de gens, de pêcheurs, qui sont quasiment en symbiose avec le milieu maritime, de corailleurs héroïques, enfin, de choses. On se dit, c'est fantastique. Puis avec à côté des côtés beaucoup plus sombres, évidemment, l'hypocrisie des politiques, ainsi de suite. Et après j'enchaîne et j'arrive sur Borgo Sereno. Je dis, mais là aussi c'est une espèce de Pélagos, mais avec que des malheureux, non, quand même, avec des instants de grandeur, avec ce petit bébé trouvé, avec des instants lumineux. Je dis, c'est pareil, il y a une espèce de réserve d'espèces protégées, mais qui sont pas très en forme, quoi. Oui, alors justement parce qu'on retombe sur le rêve et on retombe sur cette thématique des fictions vraies ou du passage de la réalité ou du réel, du documenté, y compris du reportage, y compris du journalisme vers l'imaginaire et l'inventivité. Eh bien, oui, pour moi, le rêve, c'est l'espérance. Quand j'ai écrit ce livre, L'Enchantement du monde, sur le peintre Bellini, le frère de Giovanni, parce que Giovanni qui a un tableau ici, c'est le grand frère Gentile, qui est allé de Venise au XVe siècle à Constantinopolis, comme on dit en grec, à Constantinople, Istanbul, qui venait de tomber quelques années plus tôt aux mains des Turcs, des Ottomans, avec un conquérant qui s'appelait Mehmed II, qui était un jeune sultan ottoman de 21 ans, qui parlait 6 langues, il parlait d'ailleurs même le grec et le latin, mais aussi l'hébreu, l'arabe, le persan et l'ottoman, donc le turc de l'époque. Et il s'est dit, grosso modo, c'est un tout petit tableau qui existe à Londres, un tout petit tableau, il s'est fait représenter à son image. Lui, le sultan, alors c'était interdit, c'était haram, comme on dit en ottoman, en turc et en arabe aussi.
interdit de représenter l'homme à son image, encore plus le souverain. Enfin, c'est presque l'Amir al-Mohamine, pas encore le titre exact, mais il était presque déjà commandeur des croyants, quoi. Et là, il y a un peintre qui arrive, l'histoire est vraie, il y a un tout petit tableau qui existe à Londres, et je m'en suis emparé pour écrire ce livre, L'Enchantement du monde. Pourquoi? Parce que c'est une métaphore contre l'islam radical, contre l'iconoclasme, contre l'encagement des femmes, etc., etc. Et voilà, et donc, l'enchantement du monde, c'est quoi? L'enchantement, c'est le réenchantement, c'est l'espérance, c'est l'explication aussi du réel. Et je pense que c'est important au jour d'aujourd'hui où on arrive avec un curseur qui passe, on va dire, de la fin de ce qui était inventé en 1945 sur les rives du Pacifique, c'est le droit international, la convention, enfin la Charte des Nations Unies, qui a donné naissance aux 3 conventions de Genève, 4 protocoles additionnels des années 48 et 50, donc qui a fondé le droit international. C'est mort. C'est la force aujourd'hui. Ce qui s'est passé cette nuit, alors on peut être pour ou contre, hein, moi je suis assez mitigé, mais c'est une porte ouverte pour ce que j'appelle les nouveaux prédateurs, les néo-empires, y compris la Russie et la Chine. Je pense que Poutine et Xi Jinping se frottent les mains par rapport à leurs ambitions sur l'Ukraine, sur la Géorgie, sur l'Arménie pour Poutine, et les ambitions sur Taïwan. Et donc voilà, alors il reste, au-delà de la force, il reste peut-être justement aussi l'espérance, il reste le pouvoir de la littérature. Je ne pense pas, contrairement à ce que dit mon ami Jean-Pierre Siméon, qui est le directeur de la plus grande bibliothèque au monde de poésie, c'est la Poésie Gallimard, que la poésie peut changer le monde, mais elle peut contribuer en tout cas à nous changer, nous, et à nous élever, à nous éduquer, etc., à nous élever vers Dieu si on est croyant. C'est drôle, c'est ce que disait mon ami Boualem Sansal, qui est incarcéré 10 jours avant. Il disait, on a déjeuné ensemble, il dit éduquer pour nous en arabe, éduquer, ça veut dire élever vers Dieu, même s'il est athée ou pratiquement athée. Et donc il y a ce pouvoir de la littérature qui nous élève spirituellement, ou d'une manière, une spiritualité laïque, et je crois beaucoup en ça, justement, cette force de la littérature qui vient contre la force brutale qui est utilisée de plus en plus dans le monde. C'est vrai, mais il me semble, que c'est une force décalée. C'est-à-dire que pour qu'il y ait littérature, il faut qu'il y ait du temps. Je veux dire, on peut pas, sinon c'est du reportage, enfin c'est autre chose. Mais pour qu'il y ait, il faut le dépôt du temps. Bon, je prends quelques exemples. La guerre et la paix. Tolstoï, il attend quand même une petite 50aine d'années avant de parler de l'Empire et de la conquête napoléonienne, enfin la conquête et la campagne napoléonienne. Même dans d'autres, Proust, l'affaire Dreyfus, qui est un des nœuds quand même qui travaille toute la recherche, il attend quand même du temps avant d'en mesurer, si j'ose dire, par le texte, les effets dans la société. Vous voyez, il y a toujours un moment de décalage. Il me semble, il faut un temps de décalage. Un temps qui est le temps du dépôt, peut-être aussi des mémoires accumulées, je sais pas, des expériences, etc. Mais moi, il me semble que les choses en temps réel, ce n'est pas de l'ordre de la littérature. Voilà. Encore une fois, il peut y avoir des reportages, des papiers, y compris des livres de reportages magnifiques qui disent beaucoup de choses, mais ça vous dit le moment. Vous voyez ? Tandis que dire quelque chose dans ses répercussions d'un événement au sens fort et ses répercussions, ça, à mon avis, il faut un peu de temps. Voilà. En tout cas, c'est comme lecteur, comme lecteur, hein, pas comme auteur, mais comme lecteur, j'aime pas trop lire les récits de la veille, quoi. Ça m'ennuie un peu. Les récits de l'avant-veille ou les récits même du futur, mais un truc très ouvert, ça je préfère. Mais les récits, vous voyez ce que je veux dire, des choses qui sont trop démarquées, me paraissent souvent, mais comme lecteur encore une fois, me paraissent décevants. C'est un truc, ce que disait Flaubert là, quand il préparait l'éducation sentimentale, la question du roman historique quelque part. Et il craignait dans une lettre, il dit en fait, il craignait que que le fond ne mange le premier plan. C'est-à-dire au fond que tout l'arrière-fond historique ne vienne dévorer la fiction elle-même. Et c'est un risque, quoi. Vous voyez, quand on fait des trucs trop démarqués, moi, il me semble qu'il y ait ce risque au fond d'aplatissement de la chose et que l'événement, son retentissement, etc., n'ait pas toute sa dimension. Voilà, c'est peut-être fixer un peu la barre, mettre la barre un peu haut, mais pour moi, c'est comme ça que je le conçois. D'accord sur la question du recul, la distance dans le temps, puis après il y a aussi la distance géographique, ou comment dirais-je, comment généraliser ou extrapoler à partir d'un point particulier. Je prends un exemple d'un auteur que vous avez sûrement lu, parce que vous avez vécu au Pérou, Philippe, c'est Vargas Llosa qui a écrit El Chivo, c'est-à-dire La Fête au Bouc. C'est l'histoire d'une dictature ou la chute. Il est atroce. Je m'en suis pas encore remis de ce livre. Ah ouais, il est atroce. Il a lu 2 fois, il est très dur. L'histoire du dictateur à Saint-Domingue, en République dominicaine aujourd'hui, et il y a un substrat, il y a un agrégat
qui joue qu'on peut pas mesurer dans tous les équilibres géopolitiques du monde et aujourd'hui, internationaux et bien sûr nationaux, c'est la peur, la terreur. La terreur qui est inifugée comme ça, décantée sur une population par la répression, par évidemment le chantage, par la menace, etc. Et je crois que cette menace, elle est, comment dirais-je, de plus en plus généralisée par ce qu'on peut prévoir avec l'intelligence artificielle. Si vous êtes Ouïghour, c'est une population du nord-ouest de la Chine. 11 millions d'habitants sur 1,4 milliard sont les musulmans chinois, on va dire, pour aller un peu vite, au-dessus du Tibet. Sur 11 millions, il y en a 1 million qui sont dans le Laogai, c'est-à-dire dans le Goulag, quoi. Vous avez un QR code en bas de chez vous, de votre appartement ou de la maison, et les policiers passent 2-3 fois par semaine, ils flashent le QR code. Ils savent avec qui vous avez discuté la veille. Ils savent quelle musique vous avez écoutée 2-3 jours avant. Ils savent sur quoi vous êtes informé, etc. Donc ça, c'est aussi le pouvoir de l'intelligence artificielle, mais aussi de la répression. Et je reviens à Vargas Llosa. Moi, quand j'ai lu ce livre, il y a déjà au moins 15 ans, je crois, 2 fois, donc, je me dis, mais voilà, il y a quelque chose qu'on peut presque généraliser sur le pouvoir de la terreur, le pouvoir de la peur, le pouvoir de la dictature, que ce soit une théocratie, comme on le voit en Iran, en Afghanistan, ou même une dictature laïque, on va dire. Et donc ça, c'est aussi ce que peut la littérature. C'est vraiment, c'est explicatif, c'est très fort, et voilà. Mais Vargas Llosa, il a attendu, parce que la dictature des années 50, le livre, il l'a écrit dans les années 90, enfin même 2000, carrément. Donc voilà. Il me semble que sinon, et on revient à l'histoire du rapport au réel, etc. Sinon, quelque part, il me semble qu'on colle trop à la réalité. Voilà. Il y a un côté comme ça. Bon, je le dis, c'est avec encore une fois toute la noblesse que ça peut avoir par ailleurs. Il y a le côté reportage. Moi, quand je prétends que une fiction, un roman, ça n'est pas du reportage. Voilà. C'est encore une fois l'exercice du reportage a tous ses mérites, qui parfois sont, c'est vrai, ça, bon, des grands reportages, des choses comme ça, qui vous donnent, voilà, qui vous font percevoir les choses, mais la littérature, c'est autre chose. Voilà. C'est pas pour sacraliser l'affaire, c'est pas du tout. C'est aussi des techniques, des trucs comme ça, mais quand même la valeur, enfin si valeur il y a, c'est quand même cette valeur d'aller plus loin et de donner une espèce de connaissance irréductible à d'autres connaissances. C'est-à-dire, c'est pas de la sociologie, c'est pas des traités d'histoire, c'est pas ou parfois de la philosophie, c'est pas. Ça peut être tout ça, mais ça, il y a ça vous donne, il me semble, en tout cas. Quand je lis et que je suis surpris par des textes, je sens que ça m'apporte quelque chose, ou les très grands textes, eh bien, c'est parce que ça vous donne accès à une connaissance qui est, à mon avis, irréductible à autre chose. C'est exclusif de ça, de ce moyen d'expression. Une dernière question pour moi. Est-ce que vous ressentez sincèrement une vraie nécessité d'écrire, une nécessité vitale, ou il s'agit de quelque chose, disons, plus profond, plus souterrain, un abri, une protection existentielle? Par exemple, moi, je pense, en ce qui me concerne, si j'arrête d'écrire, je n'ai plus d'identité, rien. Et deuxième, un peu lié avec l'autre, est-ce que vous écrivez plus facilement maintenant que quand vous à vos débuts, en termes de temps? Par exemple, ça pouvait prendre 6 mois quand on avait 20 ans et 2 ans quand on a 50. Par rapport au temps, le facile, c'est question du temps. Oui, bah, pour conclure un travail. Sur la première question, oui, c'est un besoin impératif. Ça, quand on écrit un livre, ça vient du plus profond de vous. C'est qu'on a, voilà, un besoin irrépressible de sortir soit une histoire, soit du chaos, soit une tentative d'explication d'une histoire qu'on a connue, qu'elle soit personnelle ou au contraire collective, et dont on veut témoigner par le roman, mais aussi par le récit. Donc voilà, c'est pas une respiration, mais c'est peut-être une obsession. C'est peut-être une obsession, effectivement. Et là, excusez-moi de vous interrompre. Vous n'avez pas jamais dream, c'est quoi le mot? Rêver de ne pas écrire. Sincèrement. Non, parce que c'est pas une souffrance. C'est un effort. Mais c'est comme si vous faites beaucoup de montagnes. On peut souffrir de ses muscles, de ses jambes, etc. Puis on arrive au col, ou au sommet, on est récompensé. Donc il y a,
voilà, je dirais que c'est un chemin de vie. Moi, ça me porte, ça me construit depuis l'enfance. C'est comme ça. C'est peut-être une famille. C'est pas une protection, non. C'est voilà, c'est cet épanchement du songe dans la vie réelle dont je parlais, cette espérance. Voilà, c'est un chemin d'espérance. C'est très beau. Après, sur la deuxième question, oui, alors j'ai pas l'angoisse de la page blanche, mais je suis toujours insatisfait. Donc j'y vais, c'est beaucoup d'efforts, quelquefois c'est des heures, quelquefois c'est 8 heures, 10 heures dans la journée, il y a rien, il y a une ligne, c'est désespérant, et quelquefois le lendemain, il y a 2-3 pages qui s'allongent, mais voilà, pour ce roman dont je parlais sur la guerre d'Espagne, je voulais parler du reportage des guerres, mais je voulais parler de la guerre d'Espagne, qui est une guerre qui n'est toujours pas finie. Vous avez aujourd'hui en Espagne encore des familles qui ne sont pas réconciliées, qui s'engueulent autour de la table entre les républicains, donc de gauche, et les franquistes de droite ou l'extrême droite. Et moi, je voulais expliquer que les guerres sont pas toutes propres, sont pas toutes blanches ou toutes noires, c'est pas dichotomique, et que là, Staline a envoyé des hommes à lui en Espagne pour liquider, non pas les franquistes, mais les gens de gauche, qui n'étaient pas assez staliniens, c'est-à-dire les socialistes, les poumistes et les trotskistes, en fait. Ils voulaient tuer Orwell, donc mon héroïne, Gerda Taro, ils voulaient tuer Malraux, etc., parce qu'ils voulaient pas d'un gouvernement de gauche ou communiste au pouvoir, et c'était considéré par Hitler comme un blanc-seing. Hitler a dit, je peux attaquer la France, la Belgique et la Pologne. Et donc voilà. Et pour répondre à votre question par rapport à la difficulté d'écrire, je me suis dit à un moment, je vais commencer ce roman en 2008. J'ai lu 70 livres à peu près et thèses universitaires en différentes langues. Et j'ai écrit dans la peau de cette femme, Gerda Taro, qui était une très très grande photographe, morte trop tôt, écrasée par un tank républicain. J'en fais autre chose qu'un accident dans le livre. Mais j'ai écrit 100 pages à peu près, 95 pages à l'époque en 2008. Vous savez ce qui s'est passé? Je les ai déchirés, j'ai jamais relu. Je me suis dit, c'est trop pour moi. Cette femme, elle est trop. Elle est trop. D'abord, je pense qu'elle avait un grand talent, peut-être plus humainement parlant dans la recherche de regard que Capa, qui disait, il faut être au plus près. Pierre Assouline a raconté hier le début du film de Spielberg, il faut sauver le soldat Ryan. Vous avez sûrement vu les premières images. Ce sont les bobines sauvées du débarquement par Capa, parce qu'il y a eu plein de bobines de films qui ont été mal développées. Et ces images saccadées, c'est le flou des photos de Capa. Mais il était au plus près, alors que Gerda Taro voulait de la distance. Et j'ai recommencé 10 ans plus tard, en 2018-2017, pour faire ce roman qui est sorti en 2024. Et là, je me suis dit, faut y aller, mets-toi dans la peau de cette femme. Je sais pas si j'y suis arrivé, mais voilà. C'était pas une angoisse, mais c'était une difficulté. Donc, encore une fois, c'est beaucoup de sueur, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de recherche historique pour savoir ce qui se passe en 1936, 1937, 1938 en Espagne, ou à Moscou, ou à Barcelone, pour mieux s'extraire de la réalité historique, pour pas faire d'erreur, mais pour aller vers cette explication du réel par le roman. Et donc voilà, encore une fois, c'est surtout une histoire sur le reportage de guerre, une histoire d'amour aussi avec cette femme qui a échappé à la Gestapo à 23 ans et qui s'est dit, je veux pas me marier à Capa, qui me demande en mariage, ce grand photographe, je vais être une femme libre, elle avait plein d'amants, etc. Et donc c'était compliqué à se mettre dans la peau de cette femme, donc je suis tombé totalement amoureux d'ailleurs. Je me suis pas guéri depuis. Mais voilà, donc là il y a une difficulté d'écrire, c'est pas l'angoisse de la page blanche, mais je pense que pour finir, depuis l'enfance, j'écris depuis très tôt, mais heureusement que ça n'a pas été publié, mais j'ai pas de technique, j'ai pas de recette. Encore une fois, c'est beaucoup de travail et j'écris pas plus facilement, non. C'est beaucoup d'efforts au sens montagnard du terme. Non, moi je suis dans une situation un peu particulière parce que j'ai pas publié depuis des années. Voilà. Donc parce que, alors je vais pas sortir les grands mots de la nécessité intérieure et compagnie, mais parce que pour le non seulement le déclenchement, mais aller au bout quoi du truc. Bon, voilà, je l'ai pas quoi. Mais vraiment, je le dis sans un peu honteusement d'ailleurs, mais je l'ai pas un truc dont je me dis je vais y aller quoi, où ça s'impose. Ou alors les fantômes et les voix dont je parlais n'ont plus assez d'efficacité ou d'efficace, je sais pas. Enfin bon, voilà. Donc du coup, moi je suis plutôt dans cette espèce d'entre-deux d'attente. Vous avez fui en quelque sorte une espèce de malheur un peu, enfin une position très difficile, et ensuite vous en avez fait donc un récit. Vous avez cherché à lire, à transmettre,
Et dans votre parcours de reporter et de témoignage du monde, vous avez donc dit qu'on ne sortait pas indemne quand on voit des horreurs, des atrocités. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans un roman, on touche plus particulièrement les gens qui pourraient être habitués à des images, qui pourraient s'habituer à ce qu'on ne doit pas s'habituer, c'est-à-dire des violences, des agressions, etc. Et donc, c'est par ce côté de la littérature qui peut toucher les gens pour leur donner conscience, un éveil, pour vraiment se rendre compte de la réalité. Et donc, de ce témoignage permet de faire avancer les idées, de faire avancer les choses. Et je voudrais vous dire ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, puisque c'est d'actualité. Voilà, c'est quelque chose qui demanderait un témoignage pour essayer de se rendre compte que cette violence, ce génocide, c'est vraiment, on ne doit pas s'habituer à ce genre de situation partout dans le monde. Voilà, mais je vous remercie d'avoir témoigné, d'avoir parcouru le monde et d'avoir fait cette œuvre humanitaire. Je trouve que c'est vraiment très bien. Merci. Merci à vous. Merci.